Elle a été jetée dehors enceinte, mais ce qu'elle a fait ensuite va vous sidérer. Imaginez une femme rejetée, abandonnée en pleine tempête, seule avec son enfant à naître. Vous ne croirez jamais comment elle a renversé la situation et pris une revanche éclatante. Restez avec nous jusqu'à la fin. Dans les vallées dorées de Zumbala, vivait la famille noble des Báthory, connue dans tout le village pour sa richesse, son pouvoir et son ancienneté. Commerçants prospères, anciens respectés, guerriers redoutés, ils régnaient sur Zumbala avec fierté. Mais derrière les murs de leur grande maison vivait une femme que personne n'osait défier, Moinika, la mère de Jabari. Elle dirigeait tout dans l'ombre, avec froideur et mépris. Son fils unique, Jabari, était son trésor, sa fierté, son obsession. Depuis la mort de son mari, elle s'était juré qu'aucune femme ne volerait son fils, qu'aucune épouse ne s'imposerait entre elle et lui. Elle souriait devant les autres, mais dans son cœur, une haine profonde grandissait pour toute étrangère qui s'approcherait de son fils. Dans la maison des Báthory, rien ne se décidait sans l'approbation de Moinika, et son regard seul suffisait à faire taire les plus braves. Elle ne parlait pas souvent, mais quand elle le faisait, même les murs semblaient écouter. À Zumbala, on disait qu'elle pouvait faire pleuvoir sans lever les yeux au ciel. Tous la craignaient, mais personne n'osait la contredire. Moinika avait construit un mur invisible autour de Jabari, l'élevant dans l'idée qu'il était au-dessus des autres, qu'aucune femme n'était digne de porter son nom. Le jeune homme, beau et intelligent, était convoité par toutes les filles du village. Mais chaque fois qu'une tentait de l'approcher, Moinika la brisait d'un mot, d'un geste, d'un regard. Le peuple murmurait, mais personne n'agissait, car on savait qu'à Zumbala, provoquer Moinika, c'était jouer avec le feu. Dans ce monde figé par la tradition et dominé par le pouvoir des anciens, la famille Báthory imposait sa loi. Et tant que Moinika respirait, son fils resterait sous son contrôle. Mais ce que Moinika ignorait, c'est que le destin préparait déjà sa revanche, et que l'amour, un jour, frapperait à la porte qu'elle avait juré de garder fermée. Ayo venait du quartier des tailleurs de pierre, une fille simple, discrète, toujours polie, toujours souriante. Ses yeux doux comme le crépuscule et sa voix calme comme une rivière avaient quelque chose de magique. Lors du festival annuel des tambours de feu, son destin croisa celui de Jabari. Ce fut instantané. Un regard, un sourire, et le cœur du fils de Moinika se perdit. Il n'avait jamais rencontré une femme comme elle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot était sincère. Elle n'avait ni bijoux, ni richesse, mais sa présence brillait plus fort que l'or. Contre toute attente, Jabari la demanda en mariage. Tout le monde fut choqué. Une fille du peuple, pas une noble, mais Jabari était amoureux, et rien ne pouvait l'arrêter. Moinika, en apprenant la nouvelle, entra dans une colère noire. Elle cria, elle frappa les murs, elle jura que cette union détruirait la lignée des Báthory. « Elle n'est pas des nôtres, elle va sortir notre nom. » Mais Jabari resta ferme. Il annonça leur mariage et fit la cérémonie sans le consentement de sa mère. Pour la première fois, Moinika perdit une bataille. Ayo entra dans la maison des Báthory avec timidité, mais avec dignité. Elle voulait juste aimer et être aimée. Elle cuisinait, nettoyait, respectait les anciens, saluait tout le monde avec humilité. Les serviteurs l'aimaient, les voisins l'admiraient. Mais Moinika, elle, ne voyait qu'une chose, une étrangère dans son territoire. Dès le premier jour, elle commença à semer le trouble. Des paroles venimeuses, des regards durs, des silences glacials. Ayo gardait le silence, pensant qu'avec le temps, elle serait acceptée. Mais au fond de la maison, quelque chose brûlait. Moinika ne supportait pas de voir son fils heureux avec une autre femme. Elle ne disait rien à Jabari, mais en son absence, elle faisait vivre l'enfer à sa belle-fille. Chaque sourire d'Ayo devenait une provocation, chaque geste d'amour entre elle et Jabari, un affront. L'amour avait uni Ayo et Jabari, mais la haine s'installait doucement dans les murs. Un nuage sombre planait déjà sur leur bonheur, et personne ne pouvait imaginer jusqu'où cela allait aller. Dès qu'Ayo posa ses pieds dans la maison des Báthory, Moinika décida de lui faire la vie impossible. Chaque jour, elle trouvait une nouvelle façon de lui montrer qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle entrait dans la chambre d'Ayo en cachette et brûlait ses vêtements. Quand Ayo cuisinait,
Moinika versait du sel ou de l'huile pour gâcher les repas. Parfois, elle glissait discrètement de la poudre douteuse dans la nourriture destinée à Ayo. Une nuit glaciale, elle la fit sortir sous prétexte de punition et verrouilla la porte derrière elle. Ayo passa des heures dehors, tremblante, sans même une couverture. Mais Ayo ne criait jamais. Elle ne se plaignait pas. Elle se levait chaque matin avec un visage fatigué, mais une force intérieure. Elle continuait de balayer, de cuisiner, de servir même celle qui voulait sa chute. Le soir, quand tout le monde dormait, elle s'asseyait dans un coin sombre et pleurait doucement. Elle parlait à personne, elle gardait tout pour elle. Les domestiques murmuraient entre eux. Ils voyaient tout, mais personne n'osait défier Moinika. Moinika, de son côté, ricanait. Elle disait « Cette fille est trop faible, elle ne durera pas ». Elle croyait qu'un jour, Ayo partirait d'elle-même, brisée. Mais ce que Moinika ne comprenait pas, c'est que le silence d'Ayo n'était pas une faiblesse. C'était une force. Chaque larme versée en secret renforçait son âme. Chaque douleur subie en silence construisait une montagne invisible sous ses pieds. Jabari, trop souvent absent à cause de ses voyages, ne voyait rien. Et même quand Ayo tentait de lui parler, il disait « Maman est difficile, mais elle finira par t'aimer ». Ayo gardait alors ses mots et souriait, mais son cœur se serrait. Les jours passaient et la haine de Moinika grandissait. Elle voulait effacer Ayo, la faire disparaître, l'effacer du nom des Bathory. Mais sans le savoir, elle était en train de nourrir une graine que rien n'allait pouvoir arrêter. Une graine plantée dans la douleur, mais qui allait pousser dans la gloire. Ayo, malgré tout, restait debout. Et dans son ventre, un secret grandissait, un espoir, une lumière que même la haine de Moinika ne pourrait jamais éteindre. Quand Ayo découvrit qu'elle était enceinte, son cœur se remplit d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Ce bébé représentait pour elle une lumière dans l'obscurité. Quand elle annonça la nouvelle à Jabari, il éclata de joie. Il souleva Ayo dans ses bras, dansa avec elle sous le grand manguier et courut distribuer des pièces d'or aux enfants du village. Pour lui, cet enfant était une bénédiction, une preuve d'amour. Mais pour Moinika, c'était un cauchemar. Dès qu'elle apprit la grossesse, elle entra dans une rage incontrôlable. Elle jeta ses pots au sol, cassa ses assiettes, cria au ciel comme si un malheur s'était abattu sur sa maison. « Elle veut piéger mon fils avec ce ventre !» hurla-t-elle. Jabari tenta de la calmer. « Maman, c'est ton petit enfant qu'elle porte. » Mais Moinika cracha presque ces mots. « Elle porte la honte de cette famille. » À partir de ce jour, Moinika fit de la vie d'Ayo un enfer encore plus cruel. Elle lui interdit de manger à la table principale. Elle la chassa de la maison noble et l'envoya dormir dans les quartiers des servantes. Elle disait que le bébé apportait l'impureté. Ayo, avec son ventre qui commençait à s'arrondir, devait maintenant laver les sols en silence pendant que les autres mangeaient. Elle n'avait plus droit aux vêtements propres, ni même aux soins. Jabari, absent pour ses voyages commerciaux, ne vit jamais ce que sa mère faisait en son absence. Ayo, fidèle à elle-même, ne se plaignait pas. Elle cachait ses larmes derrière des sourires forcés. Mais chaque nuit, seule dans une petite pièce froide, elle parlait doucement à son enfant à naître. « Tu es ma force, tu es ma raison de tenir. » Les domestiques, témoins silencieux, la regardaient avec admiration. Car malgré les humiliations, Ayo ne pliait pas. Elle continuait à servir, à sourire doucement, à protéger ce petit être qui grandissait en elle. Moinika croyait l'écraser, mais en réalité, elle nourrissait une force qu'elle ne comprenait pas. Ce que Moinika ignorait, c'est que cet enfant qu'elle méprisait allait un jour faire trembler les murs de Zumbala. Ayo ne cherchait pas la vengeance, seulement un endroit sûr pour son bébé. Mais la vie avait déjà écrit une autre histoire. Une histoire où la douleur allait enfanter la grandeur. Une nuit, alors que le ciel de Zumbala grondait de colère, que les éclairs déchiraient l'obscurité et que la pluie tombait comme si le ciel pleurait, Moinika décida que c'était le moment. Le tonnerre n'était rien à côté de sa rage. Elle entra violemment dans la petite pièce où dormait Ayo, enceinte de plusieurs mois. Sans un mot d'avertissement, elle attrapa son bras et la tira hors du lit. « Tu veux salir ma maison avec ton enfant ? Pas sous mon toit !» cria Moinika. Ayo, surprise, essaya de parler, de demander pitié, mais Moinika ne voulait rien entendre. Elle lui jeta un simple châle sur les épaules et la poussa dehors, sous la pluie battante.
Ses pieds nus glissèrent dans la boue. Le vent la giflait. Le tonnerre éclata au-dessus d'elle comme une malédiction. « Pars! Meurs dans cette tempête si tu veux. Ton bâtard ne verra jamais la lumière de Zumbala !» hurla Moinika avant de refermer la porte avec violence. Seule, Ayo chancela sous la pluie, son ventre lourd la ralentissant. Chaque pas était une épreuve. Elle n'avait nulle part où aller. Tous les regards lui étaient hostiles. Les rues étaient vides, inondées. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais pour l'enfant qu'elle portait. Elle marchait, trempée, glacée, brisée. Ses mains protégeaient instinctivement son ventre. Ses jambes fléchissaient, mais elle refusait de tomber. Elle repensait à Jabari, à ses promesses, à son amour qui s'était évaporé. Où était-il maintenant? Pourquoi l'avait-il laissée seule face à sa mère cruelle? Les larmes se mêlaient à la pluie, mais elle avançait. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait une chose. Elle devait survivre, pour son bébé. Au loin, on voyait les lumières faibles du marché de Zundari, un lieu dont elle avait entendu parler. Un lieu où personne ne connaissait le nom Batory. Un lieu où elle pourrait peut-être recommencer. Chaque pas l'éloignait de la douleur, mais la rapprochait de l'inconnu. Elle avait tout perdu, sa maison, son mari, sa dignité. Mais dans cette nuit noire, elle gardait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, l'espoir. Et sous la pluie, dans le silence entre deux éclairs, Ayo murmura à son ventre. « On va y arriver, mon enfant, je te le promets. » À l'aube, après une longue nuit de marche sous la pluie et le vent, Ayo arriva aux portes de Zundari. Épuisée, le corps tremblant, elle s'écroula devant les gardes du marché, inconsciente, couverte de boue. Les gens passaient, la regardaient sans s'arrêter. Mais une femme s'approcha. C'était Norema, une vendeuse d'épices connue pour sa bonté. Veuve depuis des années et sans enfant, elle sentit dans le silence d'Ayo une douleur qu'elle connaissait trop bien. Sans poser de questions, Norema fit signe à deux jeunes porteurs de l'aider. Ils soulevèrent Ayo et la conduisirent dans l'arrière-boutique de Norema. Là, entre les sacs de cannelle et de clous de girofle, elle alluma une lampe à huile et nettoya les blessures d'Ayo. Elle la couvrit d'une couverture chaude et lui donna du bouillon. Quand Ayo ouvrit enfin les yeux, elle vit un visage inconnu, mais plein de douceur. « Tu es plus forte que tu ne le crois », murmura Norema en lui caressant le front. Ayo, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. Les jours passèrent. Ayo retrouva des forces lentement. Norema l'hébergea discrètement dans une petite pièce au-dessus de son échoppe. Le ventre d'Ayo grossissait, mais elle travaillait chaque jour, aidant à moudre les épices, à peser les graines, à envelopper les commandes. Elle apprit à parler comme les gens de Zundari, à sourire même quand le cœur faisait mal. Norema devenait comme une mère. Elle racontait des histoires du passé, riait fort et préparait des remèdes avec des plantes qu'Ayo ne connaissait pas. La boutique parfumée était devenue un refuge. Ayo ne parlait jamais de Zumbala, ni de Jabari, ni de Moinika. Elle portait son silence comme une armure, mais son regard brillait d'un feu nouveau. Les clientes aimaient cette nouvelle jeune femme calme et polie. Elle disait à Norema « Elle a une lumière en elle ». Et Norema répondait doucement « Elle porte plus qu'un enfant. Elle porte un destin ». Chaque soir, Ayo s'asseyait près de la fenêtre, regardant les étoiles, une main sur son ventre. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais dans ce coin parfumé de Zundari, elle avait trouvé un abri, une amie et un peu de paix. Elle était tombée dans la boue, mais elle se relevait dans les épices, plus forte, prête à protéger ce qu'elle portait. Un enfant qui allait tout changer. Une nuit tranquille, alors que la lune baignait le ciel de Zundari, les douleurs commencèrent. Ayo sentit que le moment était venu. Norema, préparée depuis des semaines, alluma les lampes à huile et fit bouillir de l'eau avec des feuilles de lavande pour apaiser l'air. Dans l'arrière-boutique, entre les sacs d'épices et les paniers de gingembre, Ayo donna naissance, seule avec Norema. Il n'y avait pas de cris, juste des souffles, des larmes et une force silencieuse. Un garçon naquit, les yeux grands ouverts, perçant comme un éclair. Il ne pleura pas longtemps. Il observa. Norema le prit dans ses bras et dit « Ce n'est pas un enfant ordinaire. » Ils l'appelèrent Ekon, ce qui veut dire « le fort ». Ekon grandit dans l'ombre, mais avec lumière dans les yeux. À 2 ans, il marchait droit, sans peur. Il ne courait pas après les autres enfants. Ce sont eux qui le suivaient. À 4 ans,
Il calma un chien enragé d'un simple regard. À 5 ans, il récitait les vieux chants de guerre que même les anciens avaient oubliés. Noréma le regardait souvent jouer seul, avec des bâtons qu'il transformait en lances, en sceptres, en flèches. Elle murmurait « Il porte quelque chose d'ancien en lui ». Ayo, elle, restait silencieuse. Elle l'aimait plus que sa propre vie, mais elle savait qu'un jour, son fils poserait des questions qu'elle aurait peur de répondre. Ekon ne ressemblait à personne à Zundari, trop noble dans sa posture, trop sage dans ses mots. Il disait « Maman, pourquoi mes rêves parlent de montagnes que je n'ai jamais vues? Pourquoi est-ce que je sens que quelqu'un me cherche ?» Ayo, le cœur serré, lui souriait, changeait de sujet, l'enveloppait dans ses bras. Mais même elle savait que l'heure viendrait. Ce garçon n'était pas fait pour rester caché. Son pas résonnait déjà comme celui d'un chef. Son regard portait la mémoire d'un trône qu'il n'avait jamais vu. Dans les marchés de Zundari, les femmes disaient « Cet enfant a une énergie rare ». Les anciens disaient « Il nous rappelle les rois d'autrefois ». Ayo, elle, priait en silence chaque nuit, que son fils soit fort, que son passé ne le brise pas, et que, le moment venu, il découvre qui il est et d'où il vient. À 12 ans, Ekon dominait les jeux de stratégie avec une facilité qui laissait les fils du chef local bouche bée. Il lisait les mouvements comme un général, anticipait 3 coups à l'avance. À 16 ans, il menait des caravanes de commerce à travers des territoires connus pour être infestés de bandits. Là où d'autres perdaient marchandises et hommes, Ekon revenait avec plus qu'il n'était parti. À 20 ans, des hommes de 40 se levaient quand il entrait. Il disait qu'il parlait avec l'assurance d'un roi et la sagesse d'un ancien. Dans tout Zundari, son nom circulait comme une légende vivante. Mais personne ne savait d'où il venait. « Il est le fils de personne », disait Ayo à ceux qui posèrent des questions. Elle le disait avec un sourire tranquille, mais le cœur en bataille. Puis, un jour, le destin frappa. Une bande de voleurs armés attaqua le grand marché de Zundari. Ils pensaient piller facilement. Mais Ekon était là. Seul contre 10, il se battit comme un lion. Il utilisa l'espace, la peur et sa vitesse. Il renversa leur chef, désarma les autres et les fit fuir sans même verser une goutte de sang. Le roi Oromi, qui régnait sur la province du Nord, entendit parler de l'exploit. Intrigué, il fit venir Ekon à son palais. Lorsqu'il le vit, grand, droit, avec ce regard calme et profond, il sut. Il déclara « Tu n'es pas né pour rester dans l'ombre, tu es fait pour commander ». Il lui offrit un honneur rare, devenir le chef de sa garde royale, un poste réservé aux plus grands guerriers du royaume. Ekon accepta, mais posa une seule condition. « Avant tout, je veux visiter un village, Zumbala ». Le nom sortit de sa bouche comme un appel ancien, un nom qu'il avait entendu en rêve ou dans un murmure lointain, un nom qui faisait battre son cœur plus fort sans savoir pourquoi. Oromi accepta. Ekon partit en silence, laissant derrière lui Noréma, les rues de Zundari, et une mère dont les yeux s'emplirent de larmes. Car Ayo savait, ce voyage allait changer son fils. Il allait découvrir une vérité que même elle avait peur de prononcer. Et Zumbala n'était pas prête pour son retour. Les années avaient bas marqué Ayo, mais sa dignité brillait plus fort que jamais. Elle avançait doucement, drapée dans un pagne sobre, à côté de son fils devenu homme. Lorsqu'ils atteignirent sur les grandes portes de Zumbala, les tambours retentirent, les trompettes percèrent l'air, et la poussière du chemin se leva comme pour les accueillir. Les villageois accoururent, curieux, attirés par l'apparat et l'allure du jeune chef à la démarche fière. « Qui est-il » murmura-t-on. « D'où vient-il » Mais une femme, figée dans l'ombre de la cour familiale, sentit son cœur se renverser. Moinika. Elle vit d'abord Ayo, et son sang se glaça. Puis elle posa les yeux sur le jeune homme à ses côtés. Ce visage, ce regard, ce port de tête, ce nez, ces yeux, cette mâchoire, bredouilla-t-elle. Chaque trait lui rappelait la lignée Báthory. La ressemblance était trop forte. Son esprit refusait d'y croire, mais son cœur savait déjà. À cet instant, Jabari, vieilli, amaigri par la maladie et les regrets, sortit en titubant de sa chambre. Sa respiration était faible, ses yeux embués. Mais lorsqu'il vit Ayo, il s'arrêta net. « Ayo » murmura-t-il, la voix tremblante. Alors Ekon s'avança. Il leva le menton, son regard balayant la foule, puis s'arrêta sur Moinika. « Je suis Ekon,
fils de Jabari, et Ayo, l'enfant que vous avez voulu effacer, celui que vous avez jeté sous la pluie, revient aujourd'hui, non pas en mendiant, mais en roi. Un silence de mort, puis un souffle, puis des cris. Les murmures devinrent des acclamations. Les femmes pleuraient, les hommes tapaient des mains. Les enfants, émerveillés, regardaient ce héros sorti d'un conte. Moinika, elle, chancela. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le poids de ses actes l'écrasait enfin. Tout ce qu'elle avait tenté de détruire était revenu, plus grand, plus fort, plus noble. Et Jabari, le cœur brisé mais les larmes aux yeux, tendit la main vers son fils, comme pour chercher le pardon à travers ce simple geste. Zumbala avait changé. Et ce jour-là, une nouvelle histoire venait de naître. Une histoire de justice, de retour et de royauté inattendue. Quelques jours après leur retour triomphal, Jabari rendit son dernier souffle. La culpabilité de toute une vie le dévora jusqu'à la fin. Ses regrets s'éteignirent avec lui, trop tard pour réparer ce qu'il avait fait à son fils et à Ayo. Dans la douleur, mais aussi dans la paix, Ayo refusa l'offre du titre de matriarche. Elle ne voulait pas de la couronne de pouvoir que lui tendait Zumbala. Ce n'était pas ce qu'elle avait cherché. Ekon, lui, se leva, digne, et fut élu à l'unanimité chef de Zumbala. L'ancien enfant abandonné était maintenant celui qui dirigeait, la légitimité de son ascension évidente pour tous. Les anciens, qui l'avaient observé grandir en silence, n'eurent d'autre choix que de reconnaître la force, la sagesse et le courage en lui. Le peuple tout entier l'acclama. Zumbala avait trouvé son véritable roi. Moinika, cependant, ne goûta pas à ce triomphe. Rejetée par le conseil, elle perdit tous ses honneurs et toute sa place dans la société. Les Báthory, une famille dont elle s'était crue l'âme, la déchiraient. La haine qu'elle avait semée en elle-même l'avait exclue de la grandeur qu'elle pensait mériter. Maintenant, elle se retrouvait à la porte du palais, dans la poussière. Elle mendiait, les mains tendues, regardant Ayo, qui, autrefois humilié, passait devant elle vêtue de soie, entourée d'amour et de pouvoir. Ayo, silencieuse, ne se vengea pas. Elle n'eut pas besoin de cela. Elle regarda Moinika dans les yeux, sans malice, et dit simplement « Le ventre que tu as voulu faire taire a donné naissance à un héritage que tu ne détruiras jamais. » Moinika, accablée, baissa les yeux. Elle avait voulu étouffer ce qui allait devenir sa plus grande terreur. Mais, au lieu de la douleur qu'elle attendait, c'était un royaume qui se levait contre elle. L'histoire d'Ayo et Ekon rappela à tous une leçon puissante. Ne jamais regarder quelqu'un de haut à cause de ses origines. Parfois, on se trouve face au futur roi, même quand on le pense le plus faible.